Oui, bonjour. Alors, bienvenue dans ce vlog livresque tout neuf en direct de la studio mobile. Oui, oui. Parce que dans le dernier vlog, j'ai terminé mon contenu plus tardivement que ce à quoi j'ai l'habitude de ce que j'ai l'habitude en fait de faire. Et ben là, on est samedi, je suis avant d'arriver au boulot et j'ai même pas encore ouvert le nouveau vlog. Cela dit, j'ai déjà une lecture en cours. Je vous en parlais dans le dernier vlog. En fait, c'est une lecture que j'ai commencée en livre audio dans le dernier vlog, mais comme j'avais un livre qui était assez volumineux à lire en papier, je ne pouvais pas terminer les deux de front. Alors, c'est donc la biographie romancée qui s'intitule Belle Green et c'est d'Alexandra Lapierre. Je l'écoute en livre audio et jusqu'à maintenant, c'est vraiment, vraiment bien intéressant. Belle Green, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une jeune femme qui a vécu au début du 20e siècle, qui était issue de la communauté afro-américaine qui habitait à Georgetown et dont les grands-parents, en fait, étaient des esclaves à ces post-guerre de sécession. Et comme j'expliquais dans le dernier vlog, à l'époque, malheureusement, bien entendu, les traitements des personnes noires aux États-Unis, donc en fait des personnes afro-américaines en esclavage étaient évidemment terribles et il y a eu beaucoup de alliances volontaires ou non entre des propriétaires terriens et malheureusement d'esclaves et des femmes afro-américaines et ça a fait en sorte que certains enfants, tranquillement, sont devenus de plus en plus métissés et ça a mené au fait que dans certains cas, des enfants avaient en fait aucun trait afro-américain, donc vraiment des traits caucasiens du fait du mélange en fait là, génétique et tout. Et Belle Green fait partie de ces exceptions-là, sa famille au complet, donc sa mère, ses frères et sœurs, son père, ce sont des gens qui font partie de la communauté afro-américaine qui viennent de Georgetown, mais qui sont des exceptions au sein même de leur communauté. Et à cette époque-là, même si la guerre de sécession était terminée, la ségrégation aux États-Unis est encore en grande puissance et pour une personne afro-américaine, c'est vraiment pas évident. À l'époque, il fallait encore déclarer à l'État, en fait, si on était ce qui est considéré comme une personne pour eux autres blanche, donc de type caucasien, ou une personne noire, donc de descendance afro-américaine, il fallait dire qu'on était un ou l'autre. Donc, si on était, par exemple, comme Belle Green, une métisse qui avait des traits totalement caucasiens, il considérait que dès que dans ton arbre généalogique, tu avais quelqu'un qui était de descendance afro-américaine, tu étais considéré comme une personne noire. Donc, à l'époque, ce que ça voulait dire, c'était ségrégation, limitation, des droits, pas de respect, pas de... Bref, c'était terrible, mais tu n'avais pas le choix, c'était la loi. Donc, on parle de cette fameuse famille-là, Belle Green, qui s'appelait au départ Belle Greener, va prendre une décision avec ses frères et sœurs et sa mère, après le départ de son père, va prendre la décision de changer de nom et de vivre comme une personne blanche à l'époque, c'est-à-dire de ne pas déclarer qu'elle a dans son arbre généalogique des personnes de descendance afro-américaine parce que elle-même et ses frères et sœurs ont des ambitions de continuer leurs études, puis ils considèrent qu'ils n'ont pas à pâtir du fait dans le fond que la société est injuste en ce moment, puis que de déclarer selon cette espèce de loi absurde-là qui sont des personnes noires, alors que techniquement, ils aimeraient vraiment ça poursuivre dans leurs ambitions et tout ça. Donc, ils vont faire un grand move. Ça veut dire qu'ils vont changer leur nom, ils vont raconter une histoire pour leurs origines et devenir des D'Acosta Green, donc D'Acosta Portugal, comme ce qui expliquerait peut-être dans certains cas, frères et sœurs, le teint un peu plus basané dans le fond quand même que la norme du type caucasien de l'époque. Et voilà. Donc, Belle Green, une jeune femme déterminée qui va, elle, de son côté, se diriger vers la profession de bibliothécaire et qui va, malgré une absence de grand diplôme, là, elle a eu un diplôme de catalogueuse, mais elle n'a pas pu aller plus loin dans ses études, être prise sous l'aile de grandes personnes influentes dans le milieu de la bibliothéconomie à l'époque, entre autres en passant par la New York Public Library et ensuite en étant sous le mentorat de Junius Morgan et pour enfin devenir la bibliothécaire, bien en fait c'est plus une curatrice de collection, mais bon, la bibliothécaire dédiée à la bibliothèque privée de JP Morgan, le grand magnat de l'époque. Donc ça c'est l'histoire, mais dans le fond on va suivre son parcours tout au long de sa vie. C'est le portrait pas toujours super d'une époque qui était clairement injuste. C'est la quête d'une femme qui prend des décisions pour
avancée et le coût réel que ça a. Parce qu'évidemment, prendre ce genre de décision-là, c'est accepter de vivre dans le mensonge en continu pour toujours, en tout temps, sans jamais, jamais flancher, se couper de son ancienne, en fait, de ses parents qui sont encore dans la communauté à Georgetown, parce qu'évidemment, quand on fait ça, c'est ni bien vu de la communauté d'origine, ni dans la nouvelle. Donc, on ne veut pas non plus impliquer personne dans ce qui est considéré à l'époque comme un passing, donc quelque chose qui enfreindre la loi et qui est passible, évidemment, malheureusement, de sentences mortelles. Donc, vraiment, c'est terrible. Et entre autres, évidemment, ne jamais se reproduire. Parce que, comme on le sait, ce genre de mélange génétique-là, si on a quelqu'un dans notre arbre généalogique qui est d'origine afro-américaine, on peut toujours avoir un enfant il va avoir des traits afro-américains, même si on va éventuellement avoir des enfants avec une personne de type caucasienne. Donc, pour ne pas que ça divulgue le fait qu'elle a menti à l'État, elle ainsi que tous ses frères et sœurs vont faire le serment de jamais, jamais ni se marier, ni avoir des enfants. Ce qui est quand même une décision intense à prendre en jeune âge. Donc, jusqu'à maintenant, c'est super intéressant, c'est vraiment fascinant, puis je vous en parlerai plus quand je vais avoir terminé, mais ça, c'est ma lecture en cours. Et j'ai vraiment aucune idée de ce que je vais lire d'autre cette semaine, parce que comme c'est vraiment prenant cette lecture-là, je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment alterner. Par contre, j'ai reçu quelques livres que je vais peut-être... j'ai reçu... Ouais, dans le fond, j'ai eu la réception de mon abonnement au fameux document d'Atelier 10 que il ne faut pas que j'oublie de vous montrer quand je vais revenir du boulot. Et j'ai 2 petits trucs, là, 2 nouveaux petits livres, peut-être que je pourrais vous montrer là, si j'ai le temps, mais sinon peut-être que je vais garder le mystère. Alors sur ce, comme je suis en train de crever dans l'auto, comme vous voyez ici avec mon rouge, mais vous ne le verrez peut-être pas au montage, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, allez, on lance ça! Hey, bonjour! Alors, je vous fais un petit coucou ce lundi, qui est pour moi un lundi de congé, parce que j'ai presque fini ma lecture en cours, mais j'ai surtout un retard majeur dans les nouvelles arrivées dans ma bibliothèque. Puis, je dois vous avouer que j'hésitais un peu à le faire parce que ça a l'air énormément de consommation, mais sachez que ça fait plusieurs semaines que ça s'accumule. C'est juste que je n'avais pas pris le temps de vous les montrer. Donc, juste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, on est dans ce genre de fil-là. Alors, ne vous inquiétez pas. En fait, ce qui est comique, c'est que ces temps-ci, j'emprunte presque systématiquement toutes mes lectures à la bibliothèque. Donc, c'est assez rare, finalement, que j'achète des livres. Puis c'est comme pour ça que j'ai moins pris l'habitude de vous faire les book hauls au fur et à mesure. Parce que mon but, c'est pas nécessairement de donner envie à tout le monde d'acheter des livres. Sachez que la plupart de ces livres-là peuvent potentiellement se trouver en bibliothèque. Il y a énormément de livres en anglais parce que c'est des achats que je fais sur une plateforme particulière. Puis j'essaie de les rassembler dans ma liste de souhaits jusqu'à ce que j'en ai suffisamment pour faire les achats. Et ce n'est pas Amazon. Je ne suis pas pour Amazon. Je ne juge pas personne, mais moi, j'essaie de ne pas y aller. Mais c'est une plateforme canadienne et donc j'attends d'avoir plusieurs titres qui sont disponibles pour moi pour faire la commande. C'est pour ça que ça a l'air pire que c'est. Et je vais arrêter de ce pas de me justifier. Et je vais tout d'abord commencer, je pense que je vais commencer par mes livres en anglais, puis je vais finir par ce qui est francophone. Alors tout d'abord, je me suis pris le fameux Three Guineas de Virginia Woolf, qui c'est un de ceux que je n'avais pas. Après Mrs. Dalloway et To the Lighthouse. Puis je vais juste voir si... c'est encore quelque chose qui a rapport... Il me semble que c'est un... Oui, ça dit que c'est un texte fondateur d'une théorie culturelle. Ça dit « Three Guineas can also help us understand the 21st century realities of endless war justified by unreal loyalties ». Fait que je pense que c'est vraiment plus un essai qui est social, qui aborde quand même les inéquités entre hommes et femmes dans un contexte particulier au 21e siècle. Puis ça m'a toujours intéressée. Puis à chaque fois que je prends ces éditions-là, petite information, essayez de me le rappeler, OK? C'est vraiment les éditions style Librio, là, parce qu'il n'y a absolument aucun espace pour respirer. Faut vraiment que je m'en souvienne, puis que j'y reprenne pas, mais c'est pas grave. Donc, Virginia Woolf. Ensuite, je l'ai vu passer partout, ça faisait longtemps que je voulais le lire. Je l'ai vu il y a pas longtemps sur site Bookworm, que j'ai d'ailleurs découverte grâce à A Book in a Cup. Et c'est une nouvelle booktubeuse que je suis, que j'aime beaucoup, qui est une américaine, qui, bien évidemment, ça va être aller plus sur du fantasy, mais quand même, là, elle s'était lancée dans le policier, puis c'est du policier un peu humoristique. Puis vous avez sans doute déjà dû le voir passer, donc c'est Everyone in my family has killed someone
de Benjamin Stevenson. Et ça a été traduit en français, je sais, fait que je vais vous mettre la couverture. Je crois que dans le titre, ça dit tout. Donc, c'est de ce que je vois là, c'est que ça nomme autant sa famille rapprochée que sa famille lointaine. Puis, je vais peut-être juste vous dire un peu un des blurbs en haut qui est une invitation à la lecture, que ça dit que c'est an ingenious and hilarious meta-murder mystery. Donc, de ce que je comprends, c'est c'est une espèce de pas cozy mystery, mais c'est comme un funny mystery, entre guillemets, même si c'est jamais drôle, un funny mystery, mais c'est quelque chose qui se prend pas trop au sérieux. J'avais envie de le découvrir, puis bah voilà, donc celui-ci. Ensuite, j'en ai jamais lu, mais ça m'intéressait à cause du sujet, puis c'est vraiment pas à cause de l'édition qui est vraiment pas très belle, mais c'est Robert Harris, Munich, The Edge of War. Bon, ça dit que ça a été adapté en série Netflix, mais ce que je sais, c'est que ça se passe en 1938. Et qu'est-ce que ça nous dit? Oui, c'est par rapport à l'accord de Munich qui s'est passé, dans le fond, en 1938. Et ça m'a fait penser à... tout est dans tout. Ça m'a fait penser à 13 Days. 13 Days, le film dans lequel il faisait référence. Ça se passe avec, évidemment, John F. Kennedy et son frère, et ça se passe pendant la période où il y a eu le blocus de Cuba. Mais dans ce film-là, ils font référence à des livres, en fait, des situations. Un livre, entre autres, que j'avais lu qui était Guns of August, qui était excellent, un essai sur la guerre 14-18, puis sur en fait, qu'est-ce qui a mené à cette guerre-là, qui était plus une guerre qui est devenue inévitable parce que les gens n'ont pas comme su arrêter le train en marche, disons, entre autres choses. Et il faisait référence à, dans le fond, l'accord de Munich, parce que le père de John F. Kennedy avait été impliqué là-dedans et tout ça. Et ça m'a toujours intriguée d'en apprendre un peu plus, puis ça semblait vraiment être une bonne façon de m'y pencher sous forme de roman. Donc, Robert Harris, Munich, The Edge of War. Ensuite, je me suis pris un petit P.D. James on the Fly, puis ça, c'est la même chose, c'est encore des éditions. Rappelez-moi, là, c'est encore des éditions style Librio, mais c'est The Children of Men. Et si je me souviens bien, c'est un de ces rares romans de dystopie, parce que en fait, c'est l'histoire d'un monde avec sans enfants et sans futur. Donc, on est vraiment rendu dans un moment où la race humaine est devenue infertile et que la dernière génération qui est née est maintenant devenue adulte. Donc, ça m'intéresse super gros. Puis D. James, qui bien entendu est connu pour ses romans policiers, qui va potentiellement être même ma prochaine lecture peut-être, parce que je suis en train de relire, de repartir du début, une série que j'avais pris en cours qui était Les enquêtes de je mélange toujours, Adam Dalgliesh. Mais ça, c'est pour vraiment son policier. Tandis que P.D. James, celui-là, dystopie, ça me tentait vraiment. C'est vraiment pas pour sa couverture et l'édition. Mais bon. Sinon, ceci que j'ai découvert parce que c'était Fiona Davis que je voulais... c'est un livre qui est écrit à 4 mains. C'était Fiona Davis que je voulais lire pour un autre livre dont je me souviens plus. Puis il l'avait pas nécessairement, mais là je suis tombée là-dessus par hasard, puis ça m'intéressait vraiment. Puis en fait, c'est... donc je vais vous le mettre. Stories from Suffragette City. Et c'est un recueil de différentes histoires qui ont été colligées en fait par M.J. Rose et Fiona Davis, mais c'est des autrices qui sont ici. Paula McLean, Christina Baker-Klein, Chris Bohjalian, Megan Chance, Jamie Ford, Alison Richmond, Lisa Wingate, Dolan Perkins-Valdez, Catherine J. Chen et Steve Berry. Donc, c'est dans le fond un recueil de nouvelles puis qui vont tous lieu le 23 octobre 1915, le jour où il y a eu une manifestation majeure, donc où 10 000 femmes ont marché sur la 5e avenue à New York pour demander le droit de vote. Donc ça m'intéressait super gros, puis dans le fond, c'est des variations sur, j'imagine, ce thème-là. Donc voilà, petit recueil de nouvelles historiques et engagées que ça me tentait bien de découvrir. Sinon, celui-ci, que je me souviens pas où j'ai vu passer, mais c'est clairement dans les booktubers que je suis. Puis c'est juste parce qu'il était en français, puis moi je voulais le lire en anglais, mais c'est The Last Mona Lisa. Et je pense pas que j'ai de 4e de couverture. Est-ce que j'ai la présentation quelque part? Ouais, dans le fond, c'est une histoire qui... c'est évidemment
l'histoire du tableau de Mona Lisa, mais donc ça dit le passé août 1911, la Mona Lisa est volée du musée par le travailleur, dans le fond, l'employé du musée, Vincent Perugia. Puis dans le fond, après ce moment-là, il va y avoir plusieurs copies qui vont être mises en circulation et tout. Puis ensuite, ça, on va suivre ça, ce passé-là. Et au présent, un artiste et un professeur d'art, Luc Perron, il va partir à la chasse de justement la vérité derrière ce qui est en fait son ancêtre, celui qui est son ancêtre, donc le fameux Vincent Perugia. Donc ça me tentait bien. Évidemment, c'est pas pareil, mais depuis que j'ai lu le visage de Mona Lisa, je me souviens plus, dont je vous ai tellement parlé, je vais vous mettre la vignette, je m'intéresse un petit peu plus à l'histoire de l'art, puis ça m'a tenté d'y aller un peu là-dedans, donc voici pour The Last Mona Lisa. Sinon, j'ai enfin, ça je suis pas sûre que j'en ai parlé, mais peut-être, si oui, vous pouvez avancer. J'ai décidé de finalement céder à prendre Agatha Christie, c'est 12 New Miss Marple, 12 New Mysteries de Miss Marple. Donc, c'est 12 autrices contemporaines qui vont décider d'écrire des versions, des nouvelles qui impliquent Miss Marple, mais selon un peu leur style. On a quand même ici, on a autant des autrices qui sont plus récentes, qui sont dans d'autres sphères, par exemple comme Leigh Bardugo ou Lucy Foley. Mais on a également des vétéranes, je sais pas comment on dit ça, comme Val McDermid, Kate Moss, Ruth Ware, qui ont décidé de tenter le coup. J'hésite toujours pour ce genre de truc-là parce que j'aime vraiment les vrais Miss Marple. J'ai absolument pas lu les livres de Sophie Anna pour les Hercule Poirot. J'aime plus ou moins les réécritures. Mais ça, si je me souviens bien, ça a été approuvé par les héritiers d'Agatha Christie. Et c'est des autrices que ça m'intéresse de voir comment ils se sont imprégnés du personnage de Miss Marple. Donc, voilà. Ensuite, je décide d'aller avec un classique parce que c'est un auteur classique que ça fait longtemps que je voulais découvrir et c'est son premier tome, ça donnait qui était disponible. C'est le fameux Raymond Chandler qui était à l'époque, c'est quoi? Il est né à la fin du 19e et qui a publié ses premières histoires en 1933. Et puis, c'est lui qui a créé le détective iconique Philip Marlowe. Donc, voilà, The Big Sleep. Puis, je sais qu'on y fait souvent référence dans l'âge d'or des romans policiers, puis ça me tentait bien de le découvrir. Donc, voilà pour celui-ci. Sinon, celui-là, c'est vraiment parce qu'il y avait le mot « book » dedans. C'est moi, quand même. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver, mais c'est aussi si je me souviens bien, c'est un roman policier qui met en scène un enquêteur qui va revenir. Et donc, c'est celui-ci, Booked to Die, de John Dunning. Et c'est un enquêteur aux homicides, Cliff Janeway, qui n'a pas toujours été qui n'a pas toujours suivi les règles, mais qui est un grand collectionneur de livres rares et de premières éditions. Et qui va se retrouver mêlé, si je comprends bien, Bobby Westphal, Dans le fond, il y a un homme, Bobby Westphal, qui est un rabatteur de vieux livres. Donc, c'est un peu son contact pour trouver des vieux livres qui est super tranquille, discret et tout, mais qui va être finalement retrouvé assassiné. Et évidemment que, dans le fond, Janeway va se sentir concernée parce que c'est quelqu'un qui lui-même achète des livres et il va essayer de voir s'il est capable de mettre la main sur l'assassin. Donc, ça m'intriguait bien pour celui-là. Ça, c'était vraiment une exploration à l'aveugle. Comme il était disponible, j'ai décidé de me prendre tout de suite le deuxième et dernier tome de la duologie de Hank Green. J'avais adoré la première partie, je vous en avais déjà parlé. Puis dans le fond, on est ici dans pas de la dystopie, un roman d'anticipation, disons. Puis le premier tome était vraiment troublant. Ça parlait à la fois art et force d'ailleurs, disons. Et là, j'avais le goût d'avoir la suite, puis j'attendais toujours un peu qu'il soit disponible, puis là, il était là, donc je me suis dit, pourquoi pas. C'est pour ça que je vous dis que j'ai une liste de souhaits que je laisse un peu comme grossir, puis éventuellement, de temps en temps, je fais des petits achats. Et ensuite, il y a celui-là que ça faisait longtemps, puis je l'ai vu, je me souviens plus où je l'ai vu il y a pas longtemps. Ah, ça, c'est justement chez Sid Bookworm, je pense, qu'il en avait parlé.
Et c'est une autrice que les gens connaissent plus pour The Portrait of Marriage. Je pense que c'est Maggie O'Farrell, mais c'est Hamnet. Et si je me souviens bien, ça se passe en 1580 en Angleterre, puis c'est pendant qu'il y a la peste, je crois. Et c'est Hamnet, c'est un... Donc, c'est que elle a décidé de... l'autrice a décidé de... d'essayer de romancer ou de mettre en mots une relation qui pourrait y avoir entre la mort du fils de William Shakespeare, qui s'appelait Hamlet, et l'écriture de la pièce Hamlet, qui a été écrite 4 ans plus tard. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'était allé me chercher, parce que monde du théâtre. Et puis, j'étais je suivais aussi Jeannot Solive qui nous parlait de Est-ce que Shakespeare est une femme, puis tout ça. Donc, bref. Voilà. Donc, Hamnet de Maggie O'Farrell. J'ai presque fini pour les anglophones. Sinon, un roman graphique que j'avais envie de découvrir depuis longtemps, et c'était de Wendy Xu. C'est The Infinity Particle. Et puis ça, c'est encore de l'anticipation. Oui, c'est ça, c'est une colonie martienne, en fait. Puis j'aimais bien le visuel. Je trouvais que c'était simple, mais quand même assez tendre. Je vais juste voir si je peux trouver... Il a l'air d'avoir aussi des petites créatures. Donc, ça, c'était vraiment... J'étais intriguée par ce roman graphique-là. Et enfin, en anglais, j'ai décidé de me lancer dans un autre Ian McEwan que j'avais lu, Atonement. Mais celui-ci s'appelle Lessons de Ian McEwan. Et... Fait que, ce que je comprends, c'est qu'on va suivre un enfant qui était comme un jeune prodige après la Seconde Guerre mondiale. C'est Roland Baines. Et il va être envoyé... en fait, il est loin de sa mère, puis il va être envoyé à un pensionnat un peu particulier. Et qui fait en sorte que il va être un peu comme pas identifié, mais il va être un petit peu pris sous la tutelle de la professeure de piano. Puis après ça, on va le suivre 25 ans plus tard, quand sa femme va mystérieusement disparaître et qu'il va se ramasser toute seule avec son enfant, son garçon bébé. Mais je ne veux pas trop le relire parce qu'en fait, qu'est-ce que ça dit? Bon, à part McEwan could be the most psychologically astute writer working today, our era's Jane Austen. Bon, je ne sais pas là, parce que dans Atonement, je n'étais pas certaine, mais bref, ça m'intriguait quand même. Ça m'a l'air assez troublant. Voilà pour la pile de livres en anglais. Et après ça, je vais faire une petite tournée rapide. Ça va être un long book haul, mais c'est rare. De ce que j'ai acheté aujourd'hui parce que je suis allée en librairie parce que ça me tentait. Et un livre que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, qui est mon abonnement, justement, j'en parlais au début du vlog, au document de l'Atelier 10. Donc, c'est le plus récent document qui s'appelle Au revers du monde à propos du potentiel révolutionnaire de la spiritualité. Et c'est de Véronique Chagnon. Et ce que je comprends, c'est qu'elle va revisiter... je vais la 4e de couverture, est en français. Yoga, tarot, astrologie, ayahuasca et autres rites puisés dans les traditions millénaires effectuent une percée dans notre modernité ébranlée par une double crise, climatique et existentielle. S'il fait l'objet de nombreux préjugés et de plusieurs critiques valables, ce retour de la chose spirituelle nous offre peut-être le moyen de nous transformer assez pour transformer ce monde qui a besoin de l'être. Cet essai s'attarde donc à l'importance de communier avec l'invisible, même s'il s'agit d'une quête hasardeuse. On peut se perdre en chemin et les pièges du narcissisme, de la vacuité et de la cupidité sont partout. Depuis la nuit des temps, avec humilité, les sociétés humaines ont cherché leur place dans un tout qu'elles savaient beaucoup plus grand qu'elles. Nous croire au-dessus de cela aura peut-être été notre plus grande erreur. Ça m'intéresse de voir comment elle va aborder ça. Vraiment, vraiment. Je suis très ouverte par rapport aux différentes spiritualités. Je ne suis pas certaine vraiment que j'y crois tant que ça, mais je suis assez quand même perméable dans certains cas. Donc, j'ai bien hâte de voir comment elle va aborder le tout. Et c'est toujours ma collection chouchou, donc chez Atelier 10. Ensuite, j'ai mis la main sur le dernier, le plus récent, en tout cas au Québec, essai de la collection Al chez La Martinière, et c'est Faut-il en finir avec les contes de fées de Jennifer Tamas. Et je vais la 4e de couverture à l'arrière. Ça a l'air assez remuant. Après #MeToo, le baiser non consenti de la Belle au bois dormant n'est plus du tout synonyme d'émerveillement. La question se pose alors, doit-on jeter aux oubliettes les contes de notre enfance et les inégalités du genre qu'ils colporteraient?
À travers de nombreux exemples cultes, Jennifer Thomas nous invite à relire les contes autrement et à redécouvrir leur pouvoir, aussi riche d'enseignements qu'enchanteurs. J'aimais bien cette a priori-là, de pas nécessairement tout jeter avec l'eau du bain, donc j'ai hâte de voir comment elle va se lancer là-dedans. Donc 2 essais, encore une fois dans des collections chouchou de mon côté. Ensuite, je suis allée vers un petit format poche que j'ai vu passer chez Fluent Books, puis ça avait tellement l'air intéressant. Bien, je pense que c'était sur son Instagram, je me souviens plus là. Et puis ça avait tellement l'air intéressant, mais il ne sortait pas encore au Québec. Là, j'ai attendu, puis il vient d'être sorti en format poche. Puis ça m'intriguait beaucoup. Donc, c'est Sur l'épaule des géants de Laurine Roux. Je ne connais pas du tout cette autrice-là. Et je crois que c'était une saga familiale, un peu une espèce de roman choral familial. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture. Dieu sait ce que cette petite va me coûter en psychanalyse avec une famille pareille. Au pire, elle finira artiste, ce qui est toujours bon pour le cœur. Au mieux, elle aura du succès, ce qui résout d'autres problèmes, souriait la désormais arrière-grand-mère. Des découvertes de Louis Pasteur jusqu'aux attentats du World Trade Center, en passant par la Grande Guerre et 1068, l'incroyable épopée du clan Agulon s'écrit sur 4 générations. Dans cette famille d'originaux, les femmes portent des noms de fleurs, les chats philosophes et l'on rêve autant de baisers que de microscopes ou de musique. Des Cévennes à Paris, la pétulante Marguerite nous entraîne dans des aventures rocambolesques à travers un siècle tragique et fabuleux, mais toujours trépidant. Ça me donne vraiment le goût. Ça a l'air excellent. Donc voilà, j'avais envie de découvrir ça. Je me suis lancée. Et j'ai décidé d'oser, ça c'est vraiment une impulsion. Je m'étais dit, est-ce que j'attends de l'avoir, qu'il soit à la bibliothèque? Là, j'ai tellement aimé sa plume pour son essai que j'ai eu envie de l'avoir à la maison pour le roman. C'est quand même un guess, mais on va voir. Donc, c'est le premier roman de Titu Lecoq qui était plus connu pour ses essais. Moi, j'avais lu, dans le fond, son essai sur les femmes. Les femmes effacées de l'histoire. On a effacé les... Je vais vous mettre la vignette. Et ça, c'est son premier roman qu'elle a fait, toujours publié chez l'Iconoclaste. Et je voulais la 4e de couverture. Chloé Berthoul habite la ville moyenne de Gabarny avec son compagnon, sa belle-fille et son fils. Seule petite folie dans son quotidien, le lundi, elle se défoule au BMA, le club des belles-mères anonymes. La lassitude la guette entre 2 crises d'angoisse sur le réchauffement climatique. Comment reprendre sa vie en main quand le seul espace de liberté est de changer de fournisseur d'électricité? Soudain, tout bascule avec la révélation d'un secret de famille. Chloé va devoir jongler entre un trésor perdu, des masculinistes hargneux, un plan pour la fin du monde, une grand-mère machiavélique et un lave-vaisselle qui ne se vide pas tout seul. Une époque en or est l'histoire d'une famille ordinaire tout à fait géniale. Un roman qui déborde de vie, d'adrénaline et de panier de lynchage. Donc, c'était pas pareil. Mais on était quand même dans une espèce de saga familiale. Donc, ça, c'est mes 4 petits achats. Et je suis bien contente. Donc, 2 fictions qui ont l'air d'avoir un peu ce même genre de côté famille singulière avec un peu d'humour et 2 essais sur des sujets, ma foi, fort intéressants. Alors, c'est ce qui termine le long book haul que vous allez avoir. Je vais essayer de vous parler un peu plus de lecture pour le restant du vlog. Donc, dès que j'ai terminé ma lecture en cours, je vous reprends. Allez, à tout de suite et bonsoir. Alors, je vous reprends rapidement en cette fin de journée parce que je viens tout juste finalement de terminer le fameux Belle Green d'Alexandra Lapierre qui a été publié d'emblée chez Flammarion. Et moi, je l'ai écouté principalement en livre audio finalement. Alors, ma foi, c'était fort intéressant. C'était bien remuant. C'est très confrontant comme biographie. C'est vraiment un personnage que je connaissais pas beaucoup, Belle Green. J'avais accroché parce que ça disait que c'est une bibliothécaire à la bibliothèque, à la Morgan Library. C'est sûr, comme je vous expliquais, que c'est quand même le personnage. Faut pas trop non plus que vous ayez des attentes qui sont un petit peu inappropriées. Dans le contexte, c'est que c'est, oui, une bibliothécaire, parce que techniquement, elle s'occupe d'une bibliothèque, mais comme je vous expliquais, c'est vraiment plus quelqu'un qui a des tâches de curatrice plus. Donc, elle va être responsable des achats, elle va être responsable de la conservation de l'état ou de trouver des gens pour faire la restauration et tout ça. Donc, c'est vraiment une bibliothécaire qui est vraiment au niveau plus de des livres rares, des objets de collection. Ça nous fait faire un saut dans l'histoire de l'art également, mais ça nous fait surtout nous plonger au cœur de la société américaine, dans le fond, de cette époque-là, qui est comme le début du 20e siècle, avec la ségrégation, puis avec le choix que cette femme-là a décidé de faire, comme je vous expliquais, de faire le choix de déclarer aux autorités qu'elle était une personne blanche, donc de type caucasien,
sans égard à la loi de l'époque qui obligeait toute personne qui avait des ascendances afro-américaines, même lointaines, puisqu'elle avait vraiment un type caucasien, de déclarer qu'ils étaient des personnes noires alors qu'ils n'étaient peut-être pas physiquement des personnes noires. Donc, elle a pris cette décision-là en réponse à la ségrégation qui était présente parce qu'elle considérait qu'elle avait le droit de saisir, dans le fond, d'avoir des chances égales parce que des gens qui étaient vraiment le type caucasien avec aucune ascendance afro-américaine dans leur arbre généalogique. Puis ça a été sa réaction à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout au long de sa vie, ça va beaucoup suivre évidemment sa vie. C'est un personnage assez haut en couleur qui a pris des décisions qui sont audacieuses. Je pense que et avec lesquelles je ne suis pas toujours d'accord, je pense. On dirait que ça m'a vraiment bousculé. C'est un personnage, et je ne sais pas si les personnages qui sont dans cette biographie-là, on est capable de vraiment les aimer. Je pense pas que le but de cette biographie romancée-là, c'est qu'on les aime, c'est plutôt qu'on apprenne à les connaître, à mieux comprendre le contexte dans lequel ils ont évolué, puis mieux comprendre le contexte qui a fait en sorte que les décisions qu'ils ont prises, ils les ont prises selon leurs convictions ou en regard de tout ça. Puis évidemment, c'est mené vraiment habilement par Alexandra Lapierre. Donc j'avais des inquiétudes parce que je ne connaissais pas nécessairement l'autrice par rapport à la biographie romancée. Si vous vous souvenez bien, j'étais comme moi, j'espère, mais elle a fait énormément de recherches. Elle a une annexe de, je pense, 15 pages avec des sources. Elle s'est assurée que tout ça pour lequel dans la biographie de Belle Green, elle a fait tout ça, pourquoi elle n'a pas réussi à avoir des confirmations. Des fois, il y a des parties de la vie de Belle Green ou des gens qui tournaient autour d'elle qui n'ont jamais été élucidés. Puis Alexandra Lapierre n'a pas supposé qu'est-ce qui avait pu se passer dans ces moments-là d'ombre. Donc, c'est super rassurant. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir des pistes, elle n'en a pas inventé. Elle a laissé le mystère là. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Je pense que j'ai été beaucoup bousculée par les personnages. En même temps, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vraiment on voit aussi au début du roman, puis aussi par le biais du père de Belle Green qui disparaît de leur vie, mais qui, sans trop vous divulgacher, finit par réapparaître éventuellement et menace le secret que Belle et sa famille, dans le fond, ont instauré depuis des années, à savoir qu'ils n'ont aucune descendance afro-américaine. Et donc, cet homme-là, qu'on peut détester, si on veut, pour certains de ses agissements, cet homme-là a une réflexion quand même sur qu'est-ce qui, selon lui, est la bonne façon de s'assurer que l'ensemble de la communauté afro-américaine de l'époque accède à l'équité. Donc, pour lui, c'est de ne justement pas entrer dans l'espèce de rite du passing puis se faire passer pour qui on n'est pas, mais d'essayer de se battre pour que les droits soient respectés. Alors que pour Belle Green, c'est de se dire, je vais avancer puis je vais... dans le fond, elle a toujours aidé les gens à sa manière, mais pour le faire, elle a choisi la voie qui lui donnait accès à des moyens qui lui permettaient de faire en sorte qu'elle allait pouvoir prendre en charge tout le monde. Donc, c'est des avenues différentes. Je ne sais pas encore laquelle des deux je considère que je sais pas, moi je suis pas concernée, donc je ne peux pas savoir comment j'aurais réagi. Je suis quelqu'un qui est privilégié, donc je faisais partie, à l'époque, j'aurais fait partie de ceux qui n'avaient pas à se poser cette question-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la biographe, la romancière, elle ne met pas non plus des pensées dans la tête. Elle nous laisse prendre notre décision. On peut changer plein de fois de point de vue ou de perspective par rapport aux personnages pendant tout le long de l'histoire. Mais on reste conscient que ce sont des personnages historiques, puis c'est un contexte historique. Donc, c'est vraiment troublant de voir à quel point, c'est pas qu'on le sait pas, mais là, c'est que concrètement, on voit qu'est-ce que ça a comme coût. La décision que prend Belle, qui peut peut-être de l'extérieur avoir l'air d'être centrée sur ses propres ambitions, ses propres besoins, c'est pas une décision qui est sans coût, dans le sens où c'est une décision qui fait en sorte qu'elle doit garder le secret toute sa vie, ainsi que toute sa famille, et que ça peut encore avoir des répercussions si finalement ça s'évente. Et sans vous divulgacher qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'éventuellement, il va y avoir des répercussions. Et ça va faire en sorte que des gens qui sont chers à son cœur vont être touchés. Donc, c'est jamais, je pense, une décision qui semble être prise, c'est jamais une décision qui laisse en paix. C'est une décision qu'on prend pour différentes raisons, mais c'est pas une décision qui laisse en paix. Mais de toute façon, le contexte de l'époque de quelqu'un qui est
dans la communauté afro-américaine, c'est pas non plus un contexte qui peut te laisser le loisir même de tenter d'espérer avoir une paix, un peu d'esprit, puis de bien vivre. Donc, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé la période historique que ça a abordé, le personnage, justement les décisions qui n'étaient pas nécessairement lisses ou attendues ou qui font en sorte que ça fait vraiment nous interroger tout le long de ce livre-là sur mon Dieu, mais c'est toutes des décisions qui ont des conséquences. Il n'y a pas de décisions qui sont sans conséquences. Les personnes qui prennent des décisions qui ont l'impression qu'elles sont sans conséquences, c'est les personnes à l'époque qui font partie de la majorité qui était auto-déclarée, donc la majorité de type caucasien, mais c'est pas vrai que leurs décisions à eux n'ont pas de conséquences sur l'ensemble de la société. Donc c'est très, en anglais c'est humbling, mais c'est très, ça permet de remettre les choses en perspective, ça permet de prendre conscience de son privilège, ça permet d'être intéressé par comment l'humain peut réagir dans différentes situations, peut réagir différemment. Qu'est-ce qui fait qu'on va trouver que quelqu'un réagit de la bonne façon ou de la mauvaise façon dans un contexte. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ça. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il y a des grands pans où on va quand même aborder la vie de Belle Green, la vie amoureuse ou c'est pas clair de Belle Green. Il y a un grand accent qui est mis là-dessus. Puis là, ça m'a un peu dérangé, mais je pense que ça fait en fait partie beaucoup de la vie de cette femme-là. Donc, c'est pas nécessairement que l'autrice a décidé d'en faire comme une romance, parce que c'était loin d'être une romance idyllique, mais c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place dans la vie de Belle Green. Des personnes qui ont été marquantes pour elle, c'est des personnes qui ont été à la fois, la plupart du temps, marquantes à la fois personnellement et professionnellement pour elle. Donc, mais c'est juste vous avertir qu'il y a quand même des parties qui sont assez axées là-dessus. Mais j'ai comme eu l'impression, comme d'après ce que comment ça a été annoncé par l'autrice au dépôt du livre, puis comment sa note de fin a été formulée, ça me laisse à penser que si elle est allée dans cette direction-là, c'est parce qu'il y avait des traces dans ce qui restait comme traces de l'autrice, qu'il y avait des traces de ce pan-là de sa vie. Donc, vraiment une excellente lecture que je vous recommande sans hésiter. Et bonsoir. Alors, je vous fais un dernier petit coucou pour ce vlog-ci. Ça a été un vlog finalement un petit peu particulier, hein? Des lectures, mais un super book haul en plein milieu. Je viens de terminer un roman en lecture audio en entier. Et j'ai eu l'occasion de lire plusieurs albums cette semaine, mais j'en ai retenu 3 parce que je ne veux pas non plus que ça prenne trop de temps pour cette période-ci. Puis c'est comme les 3 que j'ai préférés dans tous ceux que j'ai lus. Donc, ça ressemble un petit peu à ça pour le dernier segment de ce vlog-ci. Alors, tout d'abord, ma lecture que je viens de terminer, c'est-à-dire le premier roman d'une nouvelle série de Cozy Crime, peut-être pas Cozy Mystery, mais Cozy Crime. Et c'est de l'autrice Danielle Arsenault et ça s'intitule Glory B. Et en français, c'est Glory B Enquête, frayeur en Louisiane. Donc, je vais mettre les deux vignettes. Puis j'ai oublié la quatrième de couverture de la version française parce que je l'ai lu, puis c'est correct, ça divulgage pas trop grand-chose. Ça va donner un petit contexte de ce que j'ai lu. Rien n'arrête Glory Broussard, pas même la moiteur de la Louisiane. Comme tous les dimanches, attablée au café du coin, Glory prend des paris sous le manteau afin d'arrondir ses fins de mois. Mais ce matin-là, tout déraille. On a retrouvé le cadavre de sa meilleure amie, une bonne sœur très respectée, dans le quartier de Lafayette. Lorsque la police conclut au suicide, Glory n'en croit pas un mot. Épaulée de sa fille, une brillante avocate, elle décide de mener l'enquête. Il leur faudra redoubler d'ingéniosité pour échapper aux magnats du pétrole, aux commères du quartier et même à une prêtresse vaudou. Alors, ça ressemble un peu à ça. Comme vous pouvez le voir, c'est un contexte qui est différent. Vraiment, c'est une enquêtrice d'une certaine expérience, pour ne pas dire d'un certain âge, mais elle a une bonne expérience. Elle a une fille adulte qui a une profession, comme vous pouvez le voir. Et c'est vraiment un petit peu la Miss Marple du quartier Lafayette, dans le fond, dans lequel elle habite en Louisiane. On est dans un sud des États-Unis qui peut peut-être paraître un peu caricatural, mais qui, je crois quand même, s'approche un peu de la réalité dans le sens où on va quand même avoir aussi la relation entre
la communauté afro-américaine et la communauté blanche et le contexte qui nous est mis de l'avant par l'autrice, c'est un contexte où justement, en fait, ça se passe aujourd'hui, mais les personnes de la communauté afro-américaine qui habitent à Lafayette ont quand même sont un peu plus souvent dans la pauvreté, ont moins d'opportunités. Donc, on est quand même toujours dans le fameux combat entre est-ce qu'il y a vraiment une équité d'opportunités aux États-Unis dans ce contexte-là, puis dans certains États en particulier, entre les différentes communautés culturelles. Donc, Glory B, c'est un personnage principal vraiment savoureux. Elle n'a pas la langue dans sa poche. Puis elle n'a pas de filtre, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui a des propos, qui dit ce qu'il pense, qui est un petit peu quand même un peu une maîtresse du mensonge, un peu malgré elle. Est vraiment attachante. Elle a plein de failles. Donc, c'est vraiment une anti-héroïne, entre guillemets, dans le sens où elle n'est absolument pas parfaite. La preuve, une de ses activités, de toute façon, c'est d'accepter des paris illégalement au café du coin, comme c'est indiqué là, pour un peu essayer d'y arriver, parce qu'elle a, dans le fond, une retraite très humble, parce qu'elle a toujours travaillé dans le commerce toute sa vie. Elle n'avait pas une grande opportunité d'emploi, puis c'est ça, donc là, c'est pas assez pour qu'elle survive. Et elle va se trouver un peu inextricablement liée justement à cette fameuse mort-là qui était inexpliquée de une de ses grandes amies. Puis elle va tenir mordicus que ça se peut pas qu'elle soit suicidée, surtout que c'est une sœur, une religieuse, donc ça va à l'encontre complètement de ses convictions. Donc elle va se lancer là-dedans. On va rencontrer des personnages secondaires qui sont vraiment intéressants. Je pense que la force de ce roman-là, c'est que c'est à la fois le contexte et la brochette de personnages. Donc, que ça se passe en Louisiane, je trouve ça intéressant. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai moins été exposée à des romans policiers ou des cozy crime. Cozy crime, parce que justement, roman policier, oui, peut-être, c'est souvent dans le sombre, le dur. Là, dans le cozy crime, ce qui veut dire qu'on évoque le côté difficile, le côté parfois sans issue, sans espoir de certaines des communautés qui sont évoquées là. Mais c'est toujours fait avec autodérision, un peu humour et tout ça. Donc, c'est intéressant comment c'est fait. C'est sans banaliser. Mais c'est sûr qu'au départ, je me suis dit, oula, tu sais, c'est vraiment quand même, on est vraiment dans les gros archétypes et tout ça. Puis, mais finalement, on y croit à ces personnages-là, on croit à leur humanité, on croit à leur quête. On tombe en amour avec le personnage principal de Glory Broussard, de sa fille qui a réussi, mais peut-être pas tant que ça finalement, parce que sa vie affective, c'est un peu un échec. Du fameux policier du coin avec qui elle va finir par s'associer, Glory, envers et contre le policier. C'est un peu comme le principe d'un cozy crime. C'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment un cozy mystery, c'est plus un cozy crime, comme dans les romans, les séries de cozy que j'ai lues. Qui faisait en sorte que c'était un civil qui menait l'enquête, mais il y avait comme un peu un contact dans la police potentiellement. Et c'était indiqué que pour ceux qui aimaient les Richard Osman, ça fonctionnait bien et je suis assez d'accord. C'est pas que c'est pareil du tout, mais le ton est intéressant. Puis c'est un roman qui, à première vue, semble en surface, comme je vous dis, puis en archétype, mais il y a vraiment une belle évolution des personnages. C'est sûr qu'on est quand même dans bon, l'intrigue va rondement, il y a des rebondissements. On peut quand même sentir à quelques moments de quel côté le vent tourne, mais c'est pas problématique parce qu'en fait, on lit l'histoire pour, oui, savoir qu'est-ce qui s'est passé, bien entendu, mais surtout voir comment les personnages vont réagir, comment ils interagissent entre eux. Il y a quand même un peu de romance, je dois dire, puis il y a même des parties un petit peu steamy, là, donc bon, c'est pas à la cata, là, c'est quand même bien fait avec respect, mais ça m'a surpris un peu parce que je m'attendais pas trop à ça. Je sais pas si c'était vraiment nécessaire qu'on ait à ce point-là dans les détails, dans certains passages, mais c'est quand même de rares passages, puis bon, ça va quand même, c'est pas catastrophique, mais je vous dirais que peut-être mon seul petit bémol, c'est ça, c'est-à-dire que on aurait pu comprendre qu'est-ce qui se passe sans nécessairement qu'on tombe dans des petites scènes un petit peu pimentées, mais c'est très léger, là, c'est pas du tout, c'est pas lourd, parce que moi, sinon, ça m'intéresse plus ou moins. Donc voilà, écoutez, j'ai adoré ça. Je sais pas si c'est un coup de cœur, mais presque. En tout cas, j'ai donné comme un 5. Je vais donner comme potentiellement un 4 étoiles et demi, dans le fond, sur 5. Le et demi, c'est juste, comme je vous dis, parce que pour moi, il y a eu le petit dosage de
peut-être un petit peu explicite pour rien dans certains cas. On aurait bien compris et on aurait pu comprendre la romance bien autrement. La preuve, dans Richard Osman, il y a potentiellement ça, mais c'est pas graphique nécessairement. Donc là, c'est vraiment pas beaucoup. Je pense que c'est comme 2 scènes au total. Ça dure pas longtemps. Puis c'est pas graphique. Comme je vous dis, c'est respectueux, là, c'est pas quelque chose. Puis ça, on va pas non plus tant que ça dans les détails. C'est juste que ça m'a surpris parce que ça n'avait aucun rapport avec la trame. Donc, c'est la seule petite chose que je m'interroge un peu à savoir si c'est nécessaire. Mais sinon, plume intéressante, verve humoristique, vraiment, vraiment, c'est ça qui crée un peu l'intérêt. Galerie de personnages, on y croit, on a envie de les côtoyer, même s'ils sont clairement pleins de défauts. Et un contexte que je trouve original, en ce qui me concerne, en tout cas, pour accueillir un roman policier, parce que c'est la Lausanne que je connais moins, mais qu'on a entendu beaucoup parler, mais que je connais moins. Donc, super belle expérience pour moi. Je vous conseille vivement. J'ai même vu qu'il y avait un deuxième tome qui allait sortir à l'automne 2024 en anglais. Donc, j'ai comme un peu hâte déjà qu'il arrive, donc ça vous donne un peu une idée. Donc, ça, c'est pour mon roman que j'ai terminé entièrement en lecture audio. Puis celui-là, je l'avais vu passer. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai vu une booktuber le recevoir en français, parce qu'il est déjà sorti en Europe, en France. Ici, c'est pas encore sorti. Mais ça m'avait intriguée, puis j'ai voulu lire en langue originale. Fait que c'est intéressant que j'ai pu lire aussi rapidement. Après, on enchaîne assez rapidement quand même aussi avec mes fameux 3 lectures d'albums. Je ne sais pas par lequel je peux commencer. Je vais commencer par un album qui m'a intriguée. C'est Les Lurons de la forêt d'Anthony Martinez et c'est publié chez Kaleidoscope. C'est Les Lurons de la forêt, comédie en 5 actes, je pense. Le titre exact, attendez. Les Lurons de la forêt, une comédie en 5 actes. Puis je vais vous lire la 4e de couverture rapide qui a été mise sur le site de l'éditeur. Il y a bien longtemps, ou alors pas tant que ça, loin, très loin, dans une contrée, un autre monde, ou alors juste à côté, vivaient les lurons de la forêt. Voici leurs aventures, pour le moins loufoques. Donc, on va suivre les fameux 5 personnages qui sont là, qui sont singuliers, qui sont des animaux de la faune de la forêt. Puis on va les suivre dans 5 actes qui va mettre en scène, dans le fond, un des personnages plus particulièrement au centre de tout ça. Puis ça va toujours être un peu du vaudeville comique de situation. On comprend pas nécessairement comme il faut, il y a une mauvaise communication, ça crée un quiproquo, puis finalement, tout est bien qui finit bien. J'ai adoré ça, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'action. On n'est pas... ça fait vraiment sourire. J'ai vraiment beaucoup aimé les illustrations. J'ai trouvé ça parfait. La composition graphique, les illustrations est vraiment intéressant. Je pense que pour les plus jeunes, ça va faire rigoler. Ça va aussi faire rigoler en famille. Ça vaut la peine. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. Je pense que ça vaut le coup de découvrir ça. C'est comme je vous dis, c'est en 5 actes, mais en fait, c'est un peu le principe de... On va découvrir un peu chacun des personnages dans chacune une espèce de petite anecdote. Puis après ça, ça fait un tout. Puis on peut presque le relire de nouveau pour essayer de comprendre les choses un petit peu autrement parce qu'on a commencé à un petit peu mieux comprendre les personnages. Je pense que les enfants peuvent s'amuser beaucoup aussi à décoder qu'est-ce qu'il y a dans les illustrations versus qu'est-ce qui est dit. Donc, un super petit album sympathique que j'ai découvert par hasard. Puis je suis vraiment contente. Je vous le conseille vivement. Ensuite, j'ai découvert le plus récent livre des éditions Fonfon. Je pense que c'est le plus récent. Peut-être qu'il y en a d'autres après, mais en tout cas, c'est le plus récent livre écrit par Robert Soulière et illustré par Sans Cravate. C'est Dernière heure, la déconfiture du lièvre chez Fonfon. Et je vais vous lire la 4e de couverture. Dans la forêt, des journalistes s'entassent pour couvrir une étonnante nouvelle. Une tortue a remporté une course contre un lièvre. Mais comment cela est-il possible? Le lièvre a-t-il été kidnappé pendant cette fameuse course? S'est-il profondément endormi sous l'effet d'un somnifère? Mystère. Une adaptation moderne d'une célèbre fable de Jean de La Fontaine, parsemée de clins d'œil à des contes classiques. Donc, le résumé du tout. Mais on va suivre en effet un peu une espèce d'interview dans un journal du lièvre qui a perdu la course contre la tortue. Et il va expliquer de façon totalement rocambolesque qu'est-ce qui s'est donc passé pour que finalement il ne gagne pas, puis que la tortue gagne. Et en effet, il va donner plein de péripéties. Ça va toujours être lié à plusieurs des contes classiques de l'enfance, mais il va toujours s'être un peu mêlé de... Ben, il va avoir les 3 petits cochons, il va avoir plein de passages comme ça, puis il va arriver, puis il va soit sauver la situation un petit peu. Je pense qu'il rencontre le loup du petit chaperon rouge, mais que le loup dit à un moment donné, il faut que j'aille voir ma grand-mère, des choses comme ça. C'est toutes des petites, vraiment des petites références super intéressantes. Et à la fin, en fait, le lièvre
avec tout ça, va voir arriver la tortue au loin, malgré le fait qu'il a fait 1001 détours. Il s'est même endormi, puis il arrivait pas, sans réaliser juste avant la fin. Puis là, il se réveille en sursaut en se disant « Oh non, c'est vrai, je suis en train de faire une course avec la tortue. » Puis il va la voir arriver, puis en fait, il va la laisser gagner. Puis c'est super intéressant parce que oui, on sent que c'est là pour quelque chose, mais parce qu'évidemment, c'est une adaptation de la fable d'une fable de Jean de La Fontaine. Les fables, il y a une morale habituellement. Puis ça, c'est un album avec une morale, mais qui est tout à fait sympathique parce que c'est vers la fin que ça va arriver. Puis le lièvre, il brise un peu le quatrième mur en disant comme, je vous le dis, mais je le sais que c'est un peu comme une morale, mais en même temps, c'est important. Puis, ça finit justement sur le fait que il décide il dit, ah ben vous savez, les journalistes disent, oui, mais là, les prochaines courses, vous allez les gagner. Puis le lièvre répond quelque chose comme, ah mais on sait jamais. D'ailleurs, j'ai eu un défi, j'ai reçu un défi de la part d'un escargot. Donc, je vous ai donné tout parce que je trouve que c'est super intéressant, mais en fait, c'est la manière dont c'est raconté, la plume de Robert Soulière qui est super bonne depuis des années. Sa spécialité, c'est l'humour, l'ironie, le côté un peu positif, bienveillant, vraiment comique. Je riais tout en le lisant. Puis l'univers visuel de Sans Cravate est vraiment intéressant. Il y a plein de détails dans les illustrations. Puis comme ça fait référence en double page souvent à des contes et tout ça, c'est vraiment intéressant d'aller voir toutes les petites références qu'il y a dessus, le fameux lièvre qui est clairement nonchalant, là, puis qui est vraiment comme... Mais c'est comme si... C'est pas parce qu'il pense qu'il est meilleur que tout le monde. C'est ça la différence. Souvent, quand on relit le lièvre, ben c'est le lièvre et la tortue, c'est que le lièvre est tellement sûr qu'il gagne de toute façon. Puis il est un petit peu suffisant. Mais là, c'est pas ça. Le lièvre, il est juste comme, il arrive plein d'affaires. Puis il est juste comme, ah oui, c'est vrai, il fallait que je fasse ça. Puis il est pas non plus en mode compétitif. Il est comme vraiment en mode, il s'en fout pas. Mais en même temps, c'est comme il dit, ah ben, coudonc, j'ai perdu, je vais aller continuer, je vais aller faire une autre course une prochaine fois. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ça, pour moi, c'est un exemple parfait de si tu veux absolument faire un album avec un message, c'est vraiment la façon de le passer. On est dans l'humour, on ne prend pas le lecteur pour quelqu'un de pas intelligent, on laisse faire les liens par lui-même. Puis c'est sûr qu'à la fin, c'est pour ça qu'à la fin, quand le lièvre formule clairement qu'est-ce qu'il voulait dire, ben on était déjà un petit peu rendu à la même place que le lièvre. Puis c'est pour ça que le lièvre fait un peu un clin d'œil au lecteur en disant, ben je sais que vous avez déjà compris, mais fait que ça pour moi c'est parfait. Pour moi ça c'est une note parfaite. On retrouve tout ce dont on a besoin, des personnages, mais un personnage principal vraiment rigolo, vraiment attachant, pas parfait, qui prend pas le lecteur, comme je vous dis, pour quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir sa propre intelligence, une tonne de péripéties pour garder l'attention, puis un visuel qui est vraiment, vraiment attrayant. Donc définitivement, ça pour moi aussi, c'est une excellente lecture, une nouveauté québécoise, je vous recommande vraiment vivement. Et puis, enfin, on va terminer avec un petit chouchou parce que c'est un auteur que j'aime énormément. J'ai rarement... Je pense qu'il y a un seul de ses albums que j'ai lu récemment pour lequel j'avais eu un peu une déception, mais sinon, je suis jamais déçue. C'est le plus récent en français de John Klassen et c'est la version française qui s'intitule « Le rocher tombé du ciel ». Et je voulais la 4e de couverture. Saviez-vous que les rochers peuvent tomber du ciel? Lorsqu'un énorme rocher apparaît sur le lieu de rassemblement préféré d'un groupe d'amis, ils ne savent pas vraiment quoi faire. C'est pourtant le début d'une aventure qui les confrontera à leur destin, à leur amitié et à leur futur. Donc, on va encore une fois avoir une histoire. John Klassen, c'est souvent un peu dans des plans fixes. Donc, on a toujours comme une espèce de même décor en arrière, une espèce de lieu indéterminé, 2 personnages principaux qui interagissent, une péripétie qui arrive par l'arrivée d'une roche qui manque d'écraser un des personnages principaux. Et puis après ça, il va s'en suivre une espèce d'enchaînement de quiproquos, de manque de communication. On va sentir que c'est 2 personnes qui s'aiment bien, puis il y a une 3e personne qui va arriver, puis là, c'est évidemment que la première personne avec qui s'entendait bien avec le personnage numéro 2, ben là, va se sentir un peu délaissée. Mais c'est vraiment fait sous la forme... Donc ça, c'est le sous-texte, l'amitié. L'amitié, des fois, c'est pas toujours facile et tout ça. Mais le sous-texte, c'est surtout... Ça, c'est dans le sous-texte, mais surtout, sinon, au premier degré, ce qu'on voit, c'est surtout que c'est un endroit où il y a des rochers qui tombent du ciel, puis où tout le monde l'échappe toujours belle, finalement, pour y arriver. Il y a même une espèce de créature étrange qui a l'air de vraiment venir comme un peu comme un extraterrestre. Puis, je vous dirai pas qu'est-ce qui va arriver avec ça. Mais c'est intéressant. John Klassen, ce que j'adore, c'est que c'est vraiment... Sa force, c'est l'efficacité de...
en fait, la simplicité de ces textes puis de ces illustrations, mais qui sont complètement réussis, qui réussissent à évoquer, dans le fond, une histoire complète sans qu'on ait besoin d'avoir un texte vraiment touffu, sans qu'on ait besoin d'avoir beaucoup de détails dans les illustrations. On comprend très bien. C'est du comique de situation la plupart du temps. On s'attend à ce qu'il arrive un petit rebondissement, puis on rigole quand ça arrive. Il y a comme un peu des silences dans les albums où on laisse vraiment le lecteur décoder qu'est-ce qui va se passer, puis, tu sais, bon, enfin, essayer de se mettre lui-même les sous-textes de qu'est-ce qui se passe. Puis, vraiment, le côté, c'est ça, comme je vous dis, sa force, c'est la simplicité. Euh, ça ne doit pas être facile de faire ça comme ça, d'arriver à quelque chose d'aussi simple, juste, efficace, hilarant, et en même temps avec un second degré, si on veut vraiment le voir. Ça, pour moi, John Klassen, c'est du bonbon. Quand je vous ai dit que c'était un coup de cœur dernière heure, le plus récent album que je vous ai dit, là, de Robert Soulière, c'est un coup de cœur. Mais disons que si j'ai à choisir entre les deux, évidemment, Le Rocher tombé du ciel, c'est aussi un coup de cœur. Mais je vous dirais que j'ai encore plus un penchant vers John Klassen. Mais c'est presque équivalent, là. C'est vraiment, j'ai eu comme deux coups de cœur back-à-back. Puis ça vaut la peine. Si vous ne connaissez pas encore John Klassen, vous êtes chanceux parce que vous avez tous ces albums à découvrir. Mais lancez-vous à l'aveugle. Il n'y a aucun problème, à part peut-être, pas celui-ci, mais son précédent, je pense que c'était le book, je me souviens plus. Je vais essayer de vous le trouver, là, mais j'avais un peu moins aimé ça. Ça m'avait un petit peu moins parlé. C'était-tu le blaireau et le putois? Non, c'est pas ça. Le rocher. Ah, c'est les trois boucs bourrus. Je vais vous mettre en la petite illustration. Celui-là m'avait un peu moins parlé, mais tu sais, c'est toutes les autres. Il y en a plus pour les tout petits. Il y en a pour un peu plus vieux. Il y a même un roman qui avait fait Le Crâne, je pense, si je me souviens bien, que j'ai beaucoup aimé aussi, un roman graphique. Ouais, Le Crâne. Donc, il est toujours un peu dans l'inusité. Faire confiance au lecteur, les amener à voir au-delà, pas les tenir trop par la main. En même temps, c'est vraiment comique. Donc, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la palette qu'il y a. C'est souvent des palettes qui sont, donc dans les illustrations, c'est souvent des palettes qui sont simplifiées, avec des couleurs un peu de terre, des couleurs un peu délavées. Donc, ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment un pari assez audacieux parce que pour les jeunes, pour que ça captive l'intérêt, même si c'est pas hyper coloré, mais ça fonctionne parce que on est vraiment dans le comique des situations, fait que c'est sûr que tout de suite, on va vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, vraiment, là, une excellente lecture encore une fois. Donc, voilà pour ma petite tournée des albums. Puis même si je sais que cette semaine, ça a été une semaine un peu différente, puis dans le fond, je me suis lancée plus dans deux romans puis une brassée d'albums. Je vais, je crois, clore le vlog ici pour justement garder toujours un peu l'idée d'avoir une durée qui n'est pas trop longue. Donc, j'espère que même si c'était une semaine un peu différente, que j'ai pas de temps à multiplier les romans, mais j'ai quand même des lectures qui étaient marquantes, que ça vous a plu, que ça vous a donné envie potentiellement de vous lancer, même dans les albums dont je viens de vous parler, qui sont des albums techniquement jeunesse, mais qui sont clairement des albums aussi pour les 7 à 77 ans. Puis ben c'est ça, si jamais vous en avez lu, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire pour m'indiquer si est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez des livres, est-ce que ça vous a donné envie de découvrir la série de Daniel Arsenault? Et puis si vous avez des suggestions de lecture à me faire, vous vous gênez surtout pas. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Évidemment, si ça vous a plu, c'est sûr qu'un petit pouce en l'air ou un partage, ça fait toujours plaisir. Ça permet à ce que, ben, en fait, si d'autres personnes sont intéressées, que YouTube donne plus de visibilité, en fait, nécessairement à mes vidéos parce que ça fonctionne par algorithme, donc vous savez comment c'est. Mais en fait, c'est plus simplement que moi, je trouve ça le fun si vous avez plus envie d'interagir, puis plus on est de fou, puis plus on a du fun à interagir dans les commentaires. Donc, vous ne vous gênez pas, surtout si ça vous a plu et tout ça. Mais d'ici à ce qu'on se revoit, surtout, j'espère que vous allez avoir des belles découvertes dans les prochains jours, semaines. Puis, ben, nous, on va se dire à la prochaine!